Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes mardi et on se retrouve pour un tout nouveau récap de l'actualité spatiale asiatique. Ne perdons pas de temps et entrons en hyperespace. C'est parti. L'Iran prête à placer des satellites en orbite. Le 5 novembre, l'État iranien a procédé à un essai suborbital de sa fusée KM-100. Annoncé comme un succès, nous n'avons pas plus d'informations sur l'objectif de la mission, mais l'Iran a tout de même annoncé que cette fusée leur permettra de lancer des charges maximales de 80 kg à 500 km d'altitude. Reposant sur une config à 3 étages, ce lanceur à poudre inquiète les pays occidentaux, qui craignent que ces systèmes de lancement de satellites intègrent des missiles balistiques capables de livrer une ogive nucléaire. Par ailleurs, il semblerait que ces moteurs soient similaires à ceux qui seront utilisés sur l'IRBM Sedgil 3, capable de viser n'importe quelle nation en Europe. Une constellation biélorusse et russe en vue. La semaine dernière, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé son intention de créer, avec la Russie, une constellation de satellites dans l'espace, y compris à des fins militaires. Mais derrière ces ambitions, la constellation Internet à haut débit SCIF pourrait faire partie de ce programme. Mais ISS Reshetnev prévoit de lancer 6 unités entre fin 2025 et mi-2026. Ainsi, la Russie est pour le moment loin d'avoir une constellation Internet opérationnelle, mais une nouvelle fois, la Biélorussie et la Russie vont coopérer à l'échelle spatiale. Une nouvelle étape réussie pour H3. Il y a plus d'1 an, l'étage central d'H3 passait un allumage statique qui malheureusement n'a pas été concluant. Ainsi, cet échec a provoqué un retard monstre de plus d'1 an, demandant à Mitsubishi Heavy Industries et à ses partenaires de revoir la conception des moteurs à hydrogène et le 9 tout en apportant une nouvelle version. Mais ce lundi 7 novembre, un tout nouvel allumage statique sur cet étage central a été exécuté, et cela avec succès. Ainsi, cette réussite va permettre au Japon de préparer le lanceur pour la dernière ligne droite avant son lancement inaugural prévu avant la fin de l'année fiscale. Parmi les procédures de préparation, on verra bien évidemment l'installation des boosters d'appoint, mais également l'intégration du satellite dans la coiffe. La Chine renforce ses satellites civils en orbite. Le 5 novembre, le groupe national CASC a lancé sa Longue Marche 3B numéro 91 depuis le site de lancement de Xicheng. Néanmoins, une des demi-coiffes est retombée sur une zone habitée, mais selon les informations disponibles, il n'y a eu aucun blessé. Par la suite, cette fusée a déployé le satellite de télécommunication Zhongxing 19 sur une orbite de transfert géostationnaire pour sa filiale ChinaSat.com. Basé sur le bus DFH-4E, le ChinaSat 19 va opérer sur la bande K pour fournir des services de télécommunication dans la zone du Pacifique principalement. Avec une capacité de 10 gigabits par seconde, il sera vite dépassé l'année prochaine par son petit frère, le Zhongxing 26, et sa capacité de 100 gigabits par seconde. A noter que la veille, le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait affiner son système de géolocalisation en envoyant 3 à 5 nouveaux satellites Beidou l'année prochaine. En bref, l'année 2023 risque d'être aussi soutenue que 2022 pour CASC et tous les autres acteurs spatiaux chinois. La station spatiale chinoise est imprévisible. Après avoir lancé et amarré le module Mengtian le 31 octobre, on s'attendait à voir une relocalisation du module d'ici quelques semaines. Néanmoins, la CMSA a su me surprendre, car en effet, le 3 novembre, Mengtian a été déplacé du port d'amarrage avant vers le port latéral du segment nodal de Tianre. Ainsi, la station Tiangong forme un T, et les membres de l'équipage Chenzhou 14 ont pu entrer dans le nouveau module. Néanmoins, le jour suivant a été plutôt marquant pour un bon nombre d'entités surveillant les débris spatiaux. En effet, le 4, l'étage central de la Longue Marche 5B qui a déployé Mengtian est entré dans l'atmosphère à 11h01 et à 11h06 heure de Paris, au-dessus de l'océan Pacifique, à plusieurs miles du Guatemala. Alors selon l'US Space Force, le segment de la fusée se serait disloqué en deux, ce qui explique les deux rentrées distinctes. Mais pendant que l'étage central était en pleine désintégration, le même jour, CASC était en train de préparer la suite en transférant le vaisseau de fret Tianzhou 5, encapsulé par son carénage, vu que la CMSA vise à lancement le 12 novembre pour cette mission. Le réutilisable pour les lanceurs lunaires chinois. En ce début de novembre, la conférence annuelle de Jurai débute. Entre des shows de J20 et des expositions de drones, des maquettes de fusées logent aussi au cœur de ce salon. Parmi ces maquettes, les plus importantes sont celles des lanceurs de nouvelle génération Longue Marche 5G et Longue Marche 9, avec son nouveau design que l'on a déjà vu sur des illustrations annexes de CASC. Pour la Longue Marche 5G, cette fusée sera la clé pour l'avenir des vols habités. À terme, CASC compte décliner une version réutilisable en développant un nouveau moteur
basé sur le YF-100K. Du nom de YF-100N, avec une combustion au Kerolox, sa poussée sera de 130 tonnes, pouvant fournir une propulsion pour moins 10 vols. Mais du côté de la Longue Marche 9, on passe sur un lanceur beaucoup plus lourd, avec ses 10 mètres de diamètre et sa capacité de 50 tonnes en LTO. À terme, l'objectif sera de récupérer et de réutiliser le premier étage, ce qui va permettre à la Chine d'économiser de nombreuses ressources, que cela soit matérielles comme financières. Des avions spatiaux chinois en approche. Là où le groupe national CASC a su surprendre, c'est sur son segment du transport spatial. En effet, l'entreprise a diffusé sur son stand une animation 3D nous montrant un vaisseau qui nous est plutôt familier. Cet avion spatial suborbital a déjà volé 2 fois à l'été 2021 et 2022, et l'objectif de CASC est de commercialiser ce transport mono-étage, ce qui va lancer le marché du tourisme spatial chinois. Mais au final, CASC n'est pas la seule entreprise qui s'intéresse à cette verticale. Nous avons par exemple Space Pioneer, avec son avion spatial intercontinental Tianlong 3M, pouvant transporter 100 passagers et une trentaine de tonnes de fret. De plus, cet aéronef pourra aussi remplir des missions dans l'espace, avec sa capacité d'emport de 50 tonnes en orbite terrestre basse. Néanmoins, pour être honnête, la startup Space Pioneer n'est pas aussi avancée que CASC, car actuellement, la jeune pousse vient tout juste de tester l'allumage du premier étage de son prototype, probablement non réutilisable, de Tianlong 2. Par conséquent, avant d'arriver au développement de cet avion spatial, il faudra d'abord atteindre une haute fiabilité avec la Tianlong 2, puis développer le lanceur lourd Tianlong 3. Par contre, la startup Space Transportation est quant à elle entre CASC et Space Pioneer. Aujourd'hui, elle ambitionne de commercialiser un avion spatial pour en faire Shanghai-Dubaï en 1 heure. En regardant le concept de plus près, le véhicule est composé de 2 boosters d'appoint, avec à son centre un aéronef réutilisable portant le fameux avion principal. Normalement, vous reconnaissez ces boosters d'appoint. En effet, ces boosters sont développés actuellement par un groupe de recherche de l'Université Polytechnique de Xi'an qui ont déjà lancé un prototype en juillet 2022 fonctionnant sur une combustion hybride employant en partie le RP1. Alors maintenant, est-ce que ce type d'appareil va remplacer les avions traditionnels d'ici les prochaines années? N'hésitez pas à donner votre vision en commentaire. Une copie du Starship en Chine. L'un des exposants qui a tenu l'intention de Twitter est Space Epoch, avec une maquette plutôt, ressemblante à Starship Super Heavy de SpaceX. Mais cette maquette n'est pas à prendre au sérieux. En effet, le vrai lanceur, c'est celui-ci. Du nom de Yuanting J1, il se repose sur des moteurs au méthane développés par l'entreprise Puzhou Yunjian, permettant à la fusée en inox de pouvoir placer 6,5 tonnes à 1100 km d'altitude. D'une hauteur de 64 mètres, Space Epoch ambitionne de récupérer le premier étage après son amérissage. D'ailleurs, aujourd'hui, la société annonce un objectif de 20 réutilisations pour le premier étage, tandis qu'un premier réservoir en inox a déjà été produit en usine. En bref, pour résumer la situation, cette start-up chinoise a compris comment attirer l'attention, tout cela avec une fausse maquette. Les taïkonautes prêts à explorer l'espace lointain. Pendant que la sélection du 4e corps des taïkonautes est en cours, CASC a achevé le premier test du moteur au kérosène YF-130, pouvant atteindre 500 tonnes de poussée. Ainsi, la réussite de ce test marque une avancée majeure dans le développement de la propulsion, mais il ouvre également une voie au développement des lanceurs de demain pour explorer Mars et d'autres contrées éloignées. De plus, la société a également testé avec succès son moteur au méthane YF-209 de 80 tonnes de poussée qui est conçu pour être utilisé sur des fusées commerciales réutilisables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater, mais retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, Facebook, LinkedIn, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.